Bonjour à tous. Donc la première table ronde de cet après-midi, c'est effectivement l'hégémonie de toutes ces plateformes mondiales au niveau du tourisme. Quelle position elles ont sur la toile et comment les acteurs, les professionnels du tourisme peuvent jouer avec elles quelque part. Donc on essaiera au travers des différents témoignages de discuter de ce point-là. Comment les initiatives locales soutenues par les professionnels du tourisme peuvent avoir leur mot à dire dans cet écosystème-là. Donc j'aurai avec moi cet après-midi Hubert Faure. Je peux vous laisser vous présenter. Oui, Hubert Faure, domaine de Montjoie. Donc je suis sur les coteaux de Ramonville avec un lieu de séminaire-réception, un hôtel 4 étoiles affilié à la marque Best Western et un restaurant bistronomique. Sachant que je ne suis hôtelier que depuis quelques années, j'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie et les services avant de devenir moi-même entrepreneur et hôtelier. Merci. Donc nous avons avec nous aussi Jérôme Fréani. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir sur cette belle table ronde. Donc pour ma part, Jérôme Fréani, je représente la société Alternative qui est un éditeur de solutions de cybersécurité et prestataire de services. Et donc c'est un plaisir de parler sur ce sujet qui est plus que dans l'actualité, je pense. Et j'ai hâte de découvrir les interventions de chacun aussi. Merci. Donc nous avons à distance, je pense, Renaud Durand d'Optirental. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez tout d'abord? Très bien. Alors donc je suis Renaud Durand de la société Optirental, enchanté d'être parmi vous, même si c'est à distance, puisque je suis basé à Nantes actuellement. Donc la société Optirental, en fait, c'est une société de consulting à destination des hébergeurs, essentiellement des hôteliers de plus de 40 chambres et des OGD. Et en fait, on va les accompagner et leur permettre de se développer finalement dans la transformation digitale sur deux versants, soit des formations, donc formation, on va dire, assez classique sur du revenue management, de la e-distribution, ou alors on va également leur donner finalement des outils de monitoring du marché, en fait, pour leur permettre de mesurer un petit peu l'activité des touristes sur Internet et de réagir en conséquence. Merci Renaud. Et le quatrième intervenant, donc, il s'agit de Manuel Mirabel qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, qui est le dirigeant de la société C'est Ouvert, qui est un éditeur de logiciels pour la gestion des lieux touristiques, des campings, ce genre de sites. Donc pour brosser un petit peu le contexte du sujet en préambule, je voudrais évoquer une étude assez récente, juillet 2021, un classement édité par Médiamétrie pour l'écotouristique qui fait état d'un top 10 des sites de voyage et comme depuis quelques années, avant Covid ou après Covid, le number one, ça reste Booking, avec sur le mois de juillet quelques 12 millions de visiteurs. Ils sont revenus sur un chiffre qui est équivalent à juillet 2019. Donc on est revenu sur une tendance plus cohérente par rapport au tourisme. Nous avons en deuxième position TripAdvisor, qui montre un petit peu l'importance des avis quand on veut aller à l'hôtel, quand on veut aller sur un site. Derrière, nous avons Oui SNCF, qui a perdu une place, certainement due à la situation, avec peut-être moins d'envie de voyager en train. Et le dernier qui ferme ce quatuor, c'est Airbnb, qui, pour lui, culmine à 10 millions de visites sur le mois de juillet, 4 fois plus que son concurrent direct, tel que Abritel, par exemple. Voilà. Ce qui est intéressant, au-delà de ces chiffres, c'est ce que nous remonte cette étude, c'est vraiment la part grandissante de la réservation en direct. Ce qui semble se dessiner, c'est qu'aujourd'hui, le voyageur, bien évidemment, il va faire un tour sur Internet pour voir un peu les différents sites, les différentes offres,
Mais après, derrière, ce qui est intéressant, c'est à noter sur les réservations de catégorie 5 étoiles, comme ils les classent, donc un peu haut de gamme, etc. 75% des réservations se font en direct chez le professionnel. On a véritablement une envie, un besoin de personnaliser son séjour. Ça, on le voit un peu partout. On recherche le contact humain. On vient de passer quelques années difficiles. On est vraiment en recherche d'authenticité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit peu l'expérience utilisateur ultime. Et ce qui nous tend à penser que malgré tout, ces sites de voyage, ces OTA, ça reste un passage obligé pour donner de la visibilité sur les différents sites. Donc il faut le voir comme quelque chose, comme un allié quelque part. Et donc j'aimerais entendre un petit peu Hubert sur votre retour d'expérience sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses que vous venez de dire et il faut les illustrer, on va dire, en fonction de deux éléments aujourd'hui. Un, qui sont les changements de comportement dus à la crise du Covid depuis 18 mois, qui a un énorme impact sur les modalités de réservation. Et deux, sur du long terme, c'est-à-dire hors situation exceptionnelle. Toute entreprise qui se pose des questions de recherche de clientèle va avoir une approche marketing. Et dans le marketing, il y a un canal important ou un chapitre important du marketing qui est ce qu'on appelle les réseaux de distribution. Les OTA font partie des réseaux de distribution. Dans une entreprise, les réseaux de distribution peuvent être internalisés ou externalisés. S'ils sont externalisés, c'est normal de les payer. Ça correspond à un coût de commercialisation. Soit il est interne, vous le payez avec vos frais de personnel et tout ce qui est autour, soit il est externalisé et vous le payez sous forme, dans le cas des OTA, sous forme de commission. Donc le fait de payer les OTA est une chose qui est tout à fait normale et compréhensible. Et le tarif, en règle générale, tourne autour de 18% pour Booking ou Expedia. Autrement dit, c'est un tarif qui est tout à fait raisonnable. Tout coût de commercialisation, si vous utilisez un prestataire, si vous allez chercher des clients et que vous utilisez un prestataire extérieur, il va vous demander 20%. Donc il n'y a rien à redire sur la tarification d'un Booking ou d'un Expedia. La question qu'on doit se poser, c'est comment les utiliser et les utiliser au mieux, de façon à ce que ce coût devienne un atout. Or, ce sont des plateformes qui sont mondialement connues. Les personnes qui vont utiliser ces plateformes sont des personnes que vous ne connaissez pas. Quels que soient les efforts que vous pouvez faire en tant qu'hôtelier ou en tant que restaurateur, les efforts de communication et de notoriété que vous allez faire sont des efforts qui sont locaux, voire régionaux, mais vous n'irez pas plus loin. Ce qui est très bien pour un restaurant, parce que la plupart de votre clientèle de restaurant, c'est une clientèle locale. Pour un hôtel, c'est tout à fait différent. Le client de l'hôtel, il vient d'ailleurs. Il vient de plusieurs centaines de kilomètres, voire au-delà. Et vous ne les connaissez pas au départ, et donc vous cherchez des canaux pour les atteindre. Les OTA les plus connus, c'est-à-dire les plus performants, sont les meilleurs canaux pour les atteindre. Il y a un moyen d'essayer de compenser, qui est de créer sa propre visibilité à travers son propre site. C'est un effort que tout le monde doit faire, mais il est évident qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Il y a une autre façon aussi de le faire, c'est pour un hôtelier indépendant, je ne parle pas du groupe Accor qui évidemment a son propre impact, un hôtelier indépendant a aussi la possibilité de s'associer sur une marque. C'est le cas que j'ai choisi pour le domaine de Montjoie. On est associé à Best Western. Best Western est une coopérative qui regroupe à peu près 300 hôtels en France et un peu plus de 6000 hôtels dans le monde, qui, du fait de cette marque, a déjà une notoriété et de son site Internet a déjà une visibilité nationale, voire internationale, qui contrebalance un peu l'effet d'un Booking ou d'un Expedia à deux titres. D'abord, ça nous permet d'avoir une tarification un peu moins élevée des coûts de Booking ou Expedia, premier élément. Et deuxième élément, une approche directe via le site de Best Western qui, moi, me coûte à peu près 3%. Ensuite, j'ai mon propre site. Je dirais globalement, tant que les gens viennent directement sur mon site, je suis très heureux. Mais il ne faut pas rêver. Je ne peux pas avoir un référencement naturel qui m'amène suffisamment haut placé par rapport à Booking ou d'autres. Donc, premier élément,
c'est une façon de faire venir des clients qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. Notre rôle ensuite, c'est une fois qu'ils viennent, de s'assurer qu'ils sont heureux, qu'ils font un bon retour vers l'extérieur, à travers de la notoriété, de la notation positive, que ce soit effectivement sur TripAdvisor ou même sur Booking. Et troisième élément, s'ils sont amenés à revenir, c'est que naturellement, ils reviennent en direct. Et là, on a tout gagné. J'ai payé une fois un coût de commercialisation, mais je l'amortis sur le nombre de fois où ce client revient. Et là, je gagne parce que j'ai quelqu'un que je ne connaissais pas qui devient quelqu'un que je connais. Et donc, c'est extrêmement intéressant de le faire. Et c'est notre travail de personnaliser la relation quand le client est un client nouveau. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, il est vrai qu'avec le Covid, il y a eu une modification du comportement de la clientèle qui continue d'exister, mais il n'est pas certain qu'elle perdure, qui est que beaucoup de clients ont cherché sur Booking avec des critères de choix et de comparaison un hôtel, et ensuite ils nous appellent. Pourquoi est-ce qu'ils nous appellent? Un, pour vérifier que ce qui est dit est vrai, ça reste de l'oral, mais surtout pour être rassurés sur deux éléments. Un, que nous appliquons bien les consignes sanitaires, les obligations de nettoyage, d'aération et de désinfection des chambres après le passage de chaque personne. Donc ça, c'est effectivement des éléments qu'on peut leur apporter en direct. Ensuite, de s'assurer que, au cas où il serait malade et qu'il ne pourrait pas venir, il n'y aura pas de pénalité s'il ne se présente pas. Et ça a été un élément très important de commercialiser. Ce qui nous amène aussi à une possibilité qui est de leur dire ou de leur confirmer que s'ils viennent chez nous en direct, ils peuvent éventuellement avoir une meilleure offre que celle qui apparaît sur Booking, ou on peut leur proposer des packages, c'est-à-dire une offre complémentaire de restauration, par exemple, ou de petit-déj, voire de partenariat, si vous êtes partenaire avec un golf ou une location de vélo ou autre, quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé et qui permettra d'avoir un package complet de séjour. Donc, quand ce client vous appelle, effectivement, là, vous avez une voie rêvée pour mieux développer et mieux faire de l'avant-vente. Il n'empêche que malgré tout, c'est la réalisation de la venue et le succès de l'accueil et de l'hébergement qui fait que derrière, vous aurez un véritable retour. Donc, avoir nos clients en direct, c'est une très bonne chose. Les avoir via un OTA, c'est une excellente chose parce que ce sont les clients que nous ne connaissions pas. Il n'empêche que la réussite vient du fait, et uniquement du fait, qu'on fasse bien notre travail et que derrière, on ait un retour positif de la part des commentaires et encore meilleur si le client décide de revenir. Merci Hubert. J'imagine, Renaud, vous qui conseillez les professionnels du tourisme, que ce que vous venez d'entendre fait écho à tous vos conseils. Alors oui, exactement. Effectivement, c'est vrai que je trouve que l'approche d'Hubert est très pertinente. Et finalement, c'est vrai que... Alors, il met... très en avant le fait que finalement c'est le cœur de métier, c'est l'accueil, finalement le fait que le client vienne et que ça se passe bien et que finalement la promesse soit tenue est quand même le point le plus important, la clé de voûte on va dire de tout le circuit. Effectivement il y a plusieurs circuits de distribution, donc via les géants du web, via les OTA et en direct. Après, c'est vrai que nous, donc on s'appuie bien entendu là-dessus et on est tout à fait d'accord là-dessus. Et il y a quelque chose, une dimension que je voudrais également souligner, c'est qu'il y a une approche stratégique sur le long terme. C'est-à-dire que finalement, les gens viennent En fait, nous, chez OptiRental, on encourage finalement les hôteliers à développer leur propre fonds de commerce sur du long terme. C'est-à-dire qu'ils vont finalement, les clients vont venir sur les OTA ou en direct, ils vont arriver dans l'hôtel, mais l'idée finalement va être finalement de créer en tant qu'asset, en tant que capital, une base, un vrai fonds de commerce de gens qui reviennent dans l'hôtel par la suite ou qui vont faire du bouche à oreille et générer finalement des ventes et en gros de créer ce fonds de commerce parce que stratégiquement, c'est un vrai capital pour l'hôtelier, notamment pour s'affranchir, enfin utiliser, parce que s'affranchir, finalement, c'est vraiment pas un terme positif, mais pour utiliser les OTA en tant qu'apporteur d'affaires, mais et Hubert un petit peu explique ça, mais en fait, le but, c'est de les utiliser en tant qu'apporteur d'affaires, mais après, il va falloir justement cultiver, développer et générer, faire grossir
un vrai fonds de commerce propre à l'hôtel. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est des gens qui finalement sont attachés à cet hôtel. Ils ont probablement alors une carte de fidélité ou on souscrit à un programme de fidélité. Alors bien entendu, ils réservent en direct et ils recommandent, pour une partie de cela, recommandent activement l'hôtel. Et donc finalement, il y a plusieurs façons concrètes de cultiver ça, finalement, de le générer. Voilà. Maintenant, c'est vrai que tout au début, il y a finalement les flux de distribution, donc ils vont arriver par les géants du web. Et puis, il y a la promesse, c'est-à-dire que le client va venir avec sa famille et il s'attend à ce que son séjour se passe bien, que l'accueil soit bien. Et il y a un aspect très intéressant, c'est finalement cette gestion un petit peu des points sur le sujet Covid. C'est-à-dire que finalement, les clients, ils ont des questions. Ils ont des questions très précises sur le séjour à l'hôtel. En l'occurrence, l'exemple qui a été montré, c'est le Covid. Et ça, c'est vraiment des vraies opportunités parce que finalement, on est dans le parcours client. Et là, en fait, comme le dit Hubert, à l'intérieur du parcours client, finalement, il y a une interaction. Le client appelle, on peut lui parler. Et là, on peut finalement lui dire des choses sur notre hôtel, qui on est, ce qu'on fait, la façon dont ça va se passer. Ça va être des questions aussi sur la localisation de l'hôtel, enfin tout un tas de caractéristiques de l'hôtel qu'on va pouvoir mettre en avant parce qu'on a un contact. Et ça, c'est très précieux, c'est très important dans la gestion de l'avant-vente et dans l'expérience aussi en général. Merci Renaud pour tout ce partage. Du coup, par rapport à cette problématique, je serais curieux d'entendre cette fois Manuel, comment votre solution elle vient contribuer à cette expérience d'achat pour démarrer, de réservation, de recherche, de séjour, etc. J'ai présenté votre solution, mais vous pouvez peut-être en redire deux mots. Hein. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Désolé pour mon retard. Donc, notre solution est une solution de vente en ligne extrêmement dédiée au monde du camping en Europe. Même si on a des hôteliers, des villages de vacances. On a à peu près 4000 clients en Europe. Et on a eu des pics à 10 000 résas à jour courant juin de cette année. Et on fait à peu près 1 million de réservations annuelles au total. Voilà, ça c'est pour la présentation. On est une société toulousaine, on est 90 à Toulouse, à Compense. Et donc c'est pas loin, c'est pour ça que je n'avais que 10 minutes de retard. Juste peut-être un commentaire par rapport à ce que j'ai entendu sur les problématiques d'appel. Effectivement, le Covid a remis on va dire la problématique de réassurance comme étant un élément omniprésent dans tout le processus d'achat. C'est-à-dire qu'en général, on est séduit, on qualifie sa demande, on va voir aussi le tarif, etc. Et puis à un moment donné, on se réassure par des avis et on achète. La réassurance, c'est la dernière petite étape avant l'acte d'achat où on met sa carte de crédit ou quel que soit son moyen de paiement. Là, la réassurance était omniprésente et c'est pour ça que tous les call centers du monde ont tous explosé parce que les gens considérer, chose qu'on voyait peut-être il y a 20 ans au début des réservations en ligne, on considérait qu'on pouvait acheter en ligne, mais qu'un vrai appel, un vrai contact avec une vraie voix, et pas un chatbot, et pas... voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont changé les homepages de leur site internet en virant les mini-clubs, les restaurants bondés, mais en présentant des images beaucoup plus nature, beaucoup plus isolées. Voilà. Donc voilà, c'était un petit commentaire. Et effectivement, les portails, les plateformes, n'ont pas cette proximité. Elles n'ont pas la logique du dernier kilomètre. Et c'est pour ça qu'un hébergeur individuel, quel que soit son métier, qu'il soit gîte, hôtelier, village de vacances, avait la possibilité d'avoir un point de contact et que ceux qui avaient des outils, genre des devis digitaux, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de répondre à une question téléphonique, pousser un devis digital avec un moyen très simple, ont eu des taux de concrétisation sur l'outil, par exemple, de devis digital qui était énorme. Nous, sur notre outil, on a un taux de concrétisation sur le devis digital entre 25 et 30%. Donc, alors ça veut dire que le travail a été fait en amont, puisqu'il y a des gens qui sont venus sur un site, qui derrière, ils ont trouvé ça intéressant, ils ont été séduits, informés, et au moment de réassurer, ils ont passé un appel.
un humain a pré-rempli un certain nombre de choses, a facilité le travail du consommateur et a poussé son devis digital. Le consommateur n'a plus qu'à faire 2 clics, rentrer sa carte de crédit et il a acheté. Donc, c'est cette expérience-là qu'il faut, je pense, retenir. C'est se dire que l'hébergeur individuel a sa force, c'est la logique du dernier kilomètre, c'est sa capacité à tout savoir ce qu'il propose. Et il faut être capable de la valoriser au détriment de la plateforme, je vais dire californienne, pour faire large, qui sait tout sur tout, mais pas en détail. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu directement à cette question-là, ou alors je l'ai oublié entre-temps. Non, vous avez amené des éléments complémentaires à tout ce qu'on... Voilà, la difficulté pour un site individuel, c'est qu'il n'a pas la force d'un réseau. Un réseau a un meilleur taux de fidélité qu'un site individuel, parce qu'on peut partir 10 fois à l'hôtel par an. Il y a peu de chances qu'on parte 10 fois au même endroit. Donc il y a peu de chances qu'on passe par le même hôtelier pour réserver. Enfin, c'est impossible. Hormis au domaine de Montjoie, non, je crois. Il doit y avoir des clients qui viennent 10 fois, mais ce n'est pas la majorité du genre, je pense. C'est comme les poissons volants. Voilà. Donc la difficulté de mettre en place de la fidélité, quand on est individuel, c'est un énorme travail et qui recommence à zéro chaque année. Il faut considérer que les clientèles ne sont pas des clientèles captives. Il vaut mieux penser son client comme un prospect chaud pour l'année prochaine ou pour le week-end prochain que comme un client acquis. Quand il part, il dit au revoir et on ne sait pas si on le reverra. Ce n'est pas un client, c'est un prospect chaud bien qualifié. Voilà. C'est intéressant cette notion de prospect chaud bien qualifié. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, pour compléter sur ce que vous dites, personnellement, je considère que quelqu'un devient vraiment un client quand il revient à Montjoie. S'il n'est venu qu'une fois, on a fait la moitié du travail. Alors, il y en a qui ne reviendront jamais parce qu'ils ne reviendront jamais à Toulouse, ça se comprend. Mais celui qui est venu chez moi, qui revient à Toulouse et qui ne revient pas chez moi, je suis inquiet, si je le sais. Sauf si on est complet, évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde. Mais en tous les cas, pour moi, un client, celui qu'on a réussi à gagner, c'est celui qui est revenu. D'accord. Très intéressant. Tout ça m'amène sur un sujet qui vous concerne, Manuel, mais qui concerne aussi Jérôme. C'est tout ce digital. On voit que le recours au digital aujourd'hui est devenu la base de l'expérience. On va tous chercher d'abord à faire un petit tour sur la toile pour savoir un peu à quoi on va être, à quelle offre on peut avoir. Et donc ça me fait poser la question de l'exploitation de toutes ces données personnelles. Comment on peut donner le choix aux utilisateurs, aux voyageurs. Et je serais intéressé d'entendre Jérôme au travers d'alternatives. Avec plaisir. Donc je vais aborder 2 points. Le premier va être sur le concept des plateformes en elles-mêmes, et justement sur cette hégémonie qui est le sujet du jour. Et puis la deuxième partie donc, qui sera plus sur les données personnelles. Au niveau des plateformes, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, par exemple Expedia ou Booking payent 1,5 milliard de pubs à Google via AdWords pour avoir la première place. C'est d'ailleurs notamment pour ça que Google a peu développé la partie voyage pour l'instant, étant donné que ces plateformes payent énormément et prennent toute la place. Mais ce qui pourrait changer. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais au-delà de ça, pourquoi ces plateformes arrivent à prendre toute la place et du coup laissent moins de chance aux petits ou aux sites de chacun des hôteliers et autres lieux d'hébergement? C'est tout simplement parce que, au-delà de la publicité qui fait qu'on sait très bien sur Google, 90% des personnes cliquent sur le premier lien, 30% sur le deuxième, et puis après, à partir du troisième lien, ça commence à être un petit peu plus compliqué. C'est tout ce qu'il y a qui va avec. C'est-à-dire que c'est des sites qui sont multilingues et dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc, que ça soit un Chinois, un Portugais ou un Américain qui souhaite réserver un hôtel à Toulouse, s'il utilise Booking, dans tous les cas, il aura accès à la même information et l'accès sera rendu facile pour lui. Là où des sites d'hôtels particuliers, des sites particuliers d'hôtels, n'ont pas forcément, ne serait-ce que cet aspect multilingue. Et puis, il y a toute l'expérience utilisateur qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont très simples d'utilisation,
donc qui facilite la vie à des plus jeunes aux plus anciens. Tout le monde peut se retrouver là-dedans hyper facilement. Là où souvent les sites des hôtels, alors je dis les hôtels, mais c'est les hébergements au sens large, hein, mais ne sont pas, comme on le dit, responsive, c'est-à-dire qu'ils ne s'adaptent pas à la taille de votre écran, donc c'est difficile de naviguer dessus, c'est pas forcément extrêmement clair, etc. Donc en fait, ils ont un certain nombre d'avantages qui sont sur l'expérience utilisateur et puis tout ce qui est dépensé en publicité, qui est hyper important, qui déjà, je pense, crée un trou, même un ravin entre ces grands de l'autre côté de l'Atlantique et d'autres qui pourraient se lancer. Je pense personnellement que ce qui est important, c'est de se regrouper, parce qu'on voit qu'on peut, en étant seul, on ne peut pas faire face à des mastodontes de cette taille-là. Il y a plein de solutions, de sites, hein, on en a ici, et il y en a plein d'autres, notamment français, qui ont donc cette vocation à rassembler les hôteliers, tous les professionnels du tourisme, etc., justement pour essayer de faire le poids face à ces plateformes. Et c'est là où je pense que les personnes qui soit passent par des plateformes alternatives, soit directement via les sites, cherchent aussi la personnalisation, comme vous le disiez en introduction, de leur expérience. Et puis les personnes, ce qui m'emmène à mon deuxième point, commencent à prendre conscience de l'importance aussi de leurs données. Alors c'est vrai que c'est une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Ce matin, il y avait plusieurs tables rondes sur la cybersécurité et le sujet était d'actualité. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est le RGPD. Hein, donc, les hôteliers et tous les professionnels du tourisme traitent énormément de données personnelles. Donc, ça, c'est plus les obligations en tant que professionnel. Et puis, de l'autre côté, quand on va... tout à l'heure, vous disiez qu'ils savaient tout sur tout. Alors, pas forcément jusqu'au dernier kilomètre, mais en tout cas, ils avaient l'information sur un peu toute la chaîne de valeur. Ils ont aussi des informations sur les utilisateurs. Donc pour placer les hôtels qui correspondent à, vous mettre la pression en disant qu'il ne reste plus que 2 chambres alors qu'il en reste 30, ce genre de choses-là, qui se fait énormément et qui commence à être de plus en plus connu. Et quand je dis connu, c'est au-delà des professionnels. L'intérêt, c'est que ça soit connu par les utilisateurs et par les consommateurs. Et donc les personnes commencent à prendre un peu conscience de l'intérêt de la protection de leurs données personnelles. Et c'est là où je pense que ce type de plateforme qui, dans une même logique d'avoir un site multilingue, peut-être, pourquoi pas, une application, en tout cas un site qui s'adapte sur tous les supports d'aujourd'hui, parce que la majorité de la navigation se fait sur les téléphones portables, etc. Et le fait de se regrouper, je pense que c'est extrêmement important. Et puis après, il y a un sujet qui va au-delà, qui est sur les hôtels eux-mêmes et sur tous les services qui sont proposés, qui est aussi cette démarche-là, mais je pense que c'est un autre sujet qui s'éloigne de notre table ronde. Il y avait de mémoire un groupement d'hôteliers qui avait lancé des procédures à l'UE, justement sur ces thématiques-là, et c'est typiquement le genre de démarche qu'il faut continuer, et pour s'assurer de se regrouper et d'être le maximum, en fait, de faire qu'un, entre guillemets, face à ces grands d'outre-Atlantique. Merci Jérôme. Un mot peut-être sur cette notion de souveraineté technologique que vous abordez chez vous ? Absolument. Le principe de souveraineté technologique qu'on peut parfois entendre sous le nom d'indépendance technologique aussi, il y a plein de mots pour la qualifier. Chacun, on a un peu une définition différente, même si la base reste la même. C'est l'idée de garder le contrôle sur ses données et globalement sur tout ce qu'on fait. Donc, en consommant à l'étranger, donc vous vendez, en tout cas vous donnez votre consentement pour que vos données soient exploitées et revendues. Et sur ce principe-là, c'est extrêmement important de savoir comment vous consommez en ligne, qu'est-ce que, au-delà même du tourisme, hein, quelle est l'utilisation que vous faites d'Internet et de tous ces aspects-là. Donc si on revient à des plateformes qui sont françaises ou européennes, ça permettrait justement de garder la maîtrise sur ces données-là, de rentrer dans les cadres réglementaires qu'il y a au-delà, donc le RGPD, etc., et d'éviter une surexploitation de vos données par des tiers qui ont un objectif tout simplement de faire l'argent purement et simplement, mais au-delà de tous les aspects un peu plus personnels. On parlait de l'accueil qui est très important, qui revient aux bases du métier, donc de l'accueil de toute cette expérience, et en fait c'est extrêmement décorrélé, et on voit que d'un côté on a des hôteliers ou des professionnels qui veulent proposer une vraie expérience autour de leur lieu d'accueil,
Et en parallèle de ça, on a juste des sites qui sont là pour brasser le plus de monde possible et juste remplir des champs. Manuel, côté, du point de vue de votre solution, le RGPD, quel impact il a comment vous le... Alors ça a déjà un impact organisationnel en interne, de sécurité, de mise en conformité de nos propres bases de données et de celles de nos clients, puisqu'on est co-responsable. Voilà, donc ça s'est fait et ça reste... et c'est un sujet au long cours, en fait. Hein. Les choses ne s'arrêtent pas à une mise en conformité à un moment T. Je pense que c'est aussi, pour essayer de penser les choses de manière un peu positive, c'est potentiellement une opportunité, je crois aussi. Et il faut savoir, en tout cas, la saisir. Les plateformes sont, on va dire, Booking, pour faire simple. Et si ce n'est pas Booking, ce sera Google. Et si ce n'est pas Google, ce sera Amazon, qui ne vient pas trop sur le tourisme, mais on se demande pourquoi. En tout cas, lui aussi doit se le demander ou à des projets, probablement. Donc en fait, on a un peu préparé. Et globalement, soit on considère que le jeu de la distribution ou l'enjeu de la distribution est un objectif qui est perdu d'avance. Et il y en a qui le pensent, hein, par ailleurs. Il y en a qui considèrent que la distribution, c'est plus leur métier, c'est plus leur domaine d'expertise. Ils considèrent que ça vaut 15, 20, peut-être 25, parce que pour apparaître sur Google, il faut monter les enchères en termes de commission. Et du coup, se pose la problématique de la marge, hein, et qui est le client, et de qui on dépend. Et on ne dépend pas de ses clients, mais on dépend de son apporteur d'affaires qui peut dire que demain, c'est 30. Et donc, du coup, c'est une capacité à investir, à avoir un niveau qualitatif suffisant, parce que ces marges sur les séjours permettent de réinvestir et d'améliorer le service. Donc une fois que je vous ai décrit ce cercle qui n'est pas du tout vertueux, tout en ayant dit en début de phrase qu'il fallait essayer de rester positif, l'idée c'est que ces plateformes ont des faiblesses, ou en tout cas ont des talons d'Achille. Le premier, c'est effectivement la précision de l'information qu'on va résumer au dernier kilomètre. On en a parlé avec la réassurance en période de Covid. Malheureusement, le Covid va bientôt s'arrêter, donc ils vont arrêter d'appeler. Donc voilà. En tout cas, on peut espérer qu'il va bientôt s'arrêter. Mais par contre, il y a une dimension qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance d'une finesse absolue sur la demande, sur le rythme de la demande, sur les schémas d'acquisition, sur l'agenda d'acquisition, etc. Donc ils ont une capacité à acheter pas cher, des contacts au bon moment pour les concrétiser de la meilleure manière, avec la meilleure UX, etc. Tout ça, je suis pas dans l'optimisme. Par contre, en fait, ils n'ont pas de connaissance fine de la profondeur de stock. Quand Booking dit qu'il ne reste plus que 2 places, c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais c'est 2 places chez lui. Il ne sait pas s'il y en a 15 autres. Et c'est comme ça sur l'intégralité de son stock. Ce que Airbnb sait bien, parce que en fait, Airbnb vend des unités non multiples, alors que Booking, lui, ne vend que des multiples. Donc Airbnb est capable de dire à ses hôtes quel tarif il faut faire, à quel tarif on est capable de bien commercialiser, parce qu'il a la profondeur du stock. Il a une vraie compétence sur un équilibre entre l'offre et la demande. Booking ne le connaît pas vraiment, ça. Booking aimerait le connaître, Google aimerait le connaître, mais en fait, ils n'ont pas cette finesse-là. Je pense que les 2 dernières armes très importantes, c'est une capacité extrêmement fine à connaître sa profondeur de stock, c'est-à-dire être en mesure de faire du yield, pour prononcer le mot, puisque c'est vers là qu'il faut aller, avec une capacité d'accueil fine et de renseignement, et qu'il faut se battre avec ça, sachant que quand on commercialise, on peut toujours viser, il y a des axes, direct, intermédiaire. Quand c'est intermédiaire, il y a encore 2 axes. Il y a Google dépendant ou Google free. Quand on distribue chez VP ou showroom privé, on ne travaille pas les mêmes périmètres de clientèle que quand on vise une OTA qui elle-même réinvestit sur Google. Donc il y a différents axes, différentes stratégies, mais le prix est un élément sur lequel vous pouvez
agir. Le prix est un élément sur lequel vous pouvez agir sur votre distribution directe, indirecte, commissionnée, non commissionnée, avec une propriété du client ou pas. Mais à un moment donné, le prix est aussi le moyen d'agir sur vos marges, ainsi que sur la distribution. Donc, dans un monde un peu rêvé, c'est-à-dire on n'y est pas, si les hébergeurs de France, voire du monde, s'unissaient, voilà, ça on n'y est pas, mais vous êtes globalement en capacité d'avoir une vision propre de votre stock à un moment donné quand vous établissez vos tarifs. Et ce, en temps réel, au quotidien pour les hôteliers, pour les hébergeurs plus saisonniers, peut-être plus en amont, moins au quotidien. Et ça, l'information, vous ne l'avez pas. Mais personne ne l'a. Mais les seuls qui pourraient la partager, ce sont les hébergeurs. Et je pense que c'est l'un des points, l'un des talons d'Achille des grosses plateformes. Et que, alors, chez C'est Ouvert, on y travaille, mais à la hauteur du périmètre des clients avec lesquels on travaille, on bosse. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît au sein d'une région ou d'une filière ou d'un département ou d'un pays, être capable de vous donner les éléments pour savoir si demain, à Toulouse, quand on est hôtelier, est-ce qu'il reste 5% du parc? Parce que si vous êtes vide, mais que vos concurrents sont complets, voilà, la tarification va changer, du coup vos marges, du coup vos décisions en matière de distribution. Donc c'est une piste c'est un chemin qui est un peu étroit, peut-être un peu même très étroit. Mais en tout cas, c'est l'un des éléments qui me paraît très intéressant pour se battre contre des plateformes qui n'ont pas cette information-là. Et a priori, qui ne l'auront pas, même si ils vont faire un lobbying pour essayer de l'avoir, pour pouvoir dire plus qu'il reste 2 places, alors qu'ils n'en savent rien. Parce que les 2 places, c'est juste un accélérateur à la vente. Ce n'est pas une information qui permet de définir un tarif. D'accord. Je crois que Hubert a envie de réagir. Je vais essayer de rajouter des éléments. Sur le yield en particulier, alors attendez, avant de parler de yield, sur effectivement le risque de n'avoir qu'un seul intervenant qui est Booking. Depuis 2000, Expedia en France s'est écroulé. Et ils ont coupé tout investissement, ils ont même réduit énormément leurs effectifs, ce qui est une erreur grave s'ils avaient une vision moyen-long terme, et c'est une erreur, ça peut avoir un impact très important pour les hôteliers français, si Booking n'a pas de concurrent. Parce qu'effectivement, dès lors qu'un OTA se retrouve quasiment en position de monopole, il peut pousser, alors il ne va pas passer de 18% à 30%, mais il peut passer de 18 à 19 à 20, c'est-à-dire commencer à attaquer très fortement la rentabilité de l'hôtelier. D'autant plus que le marché est très faible. Le marché est très faible, alors Toulouse, c'est un peu particulier. Le marché de l'aéroport est très, très impacté. Le marché du centre-ville aussi. Du fait de la crise et de l'impact de la crise générale sur l'industrie aéronautique. À Paris, la situation est dramatique, en tous les cas jusqu'à la fin de l'été, parce qu'il n'y avait plus de tourisme, plus d'international, plus de business international. Énormément d'hôtels tournent à 20% de taux d'occupation. La plupart des hôtels de la Défense étaient encore fermés cet été, pour vous dire comment était le marché. Et il devient très difficile, lorsqu'on n'a que 20% de taux d'occupation, de faire du yield. Le deuxième élément qui rend le yield de plus en plus difficile aujourd'hui, c'est que la peur de réserver, de prendre un risque en face de l'incapacité peut-être de se déplacer à un moment donné pour des questions de réglementation ou de maladie ou de crainte de météo, fait que plus de 60% des réservations, voire 80% des réservations aujourd'hui se font J-3, J-2, J-1, voire le jour J. Le yield se faisait comment? Avec des statistiques assez fiables d'une année sur l'autre. On ne peut plus comparer de toute façon. Et aussi en mettant des seuils, quand je commence à être rempli à 20, 30, 40, 50%, petit à petit, j'augmente mon prix. Mais comme de toute façon, à J-3, vous n'êtes jamais rempli à 50% aujourd'hui, au mieux, vous êtes à 20, 25, le yield devient un outil pour lequel il faut être extrêmement fort mentalement. C'est-à-dire, je ne cède pas à baisser mes prix
même si j'ai peu de réservations. Et c'est toute une difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans l'hôtellerie, c'est que certains qui ont mis des yields automatiques vont massacrer leur prix tant qu'ils n'ont pas atteint un seuil minimal. Le marché n'étant pas là, les prix sont massacrés et ça a naturellement un impact sur tout le monde. Et ce comportement-là, il est extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, être serein dans une situation où on ne peut vivre qu'à court terme, ça demande beaucoup de solidité psychologique. Le courage. Oui, peut-être. Et il ne faut surtout pas lâcher sur cet élément-là. Aujourd'hui, baisser ses prix ne fait pas venir plus de clients. Et vos clients, quand ils viennent chez vous, ils attendent un certain niveau de qualité par rapport à un niveau de prix. Et le risque que vous prenez quand vous baissez vos prix, c'est que vous allez avoir une clientèle qui n'est pas la vôtre, qui va déranger la vôtre et qui en plus va, en règle générale, ne pas avoir le même respect de vos installations que votre clientèle habituelle. Et il faut être extrêmement fort psychologiquement pour dire je ne casse pas mes prix, je reste sur mes prix qui correspondent à la qualité de mon offre et à un moment donné, je fais monter parce qu'effectivement j'ai des résas de dernière minute. C'est effectivement un comportement ou une analyse de la situation qui n'existait pas jusqu'en 2019. 2020 a été très particulier, la plupart des hôtels ont été fermés longtemps, donc la référence 2020 n'existe pas. Et puis l'activité a quasiment été terminée à partir de début octobre, en 2020 jusqu'au mois de mai 2021. Autrement dit, les référentiels récents n'existent pas. Et aujourd'hui, on sait que le comportement, c'est dernière minute. Même chez les clients réguliers. On a énormément de réservations l'après-midi pour le soir. Beaucoup de clients aujourd'hui, même des clients réguliers qui veulent venir chez nous, ne réservent qu'à 15h ou à 16h pour arriver le soir. En pensant que notre hôtel est comme les autres, c'est-à-dire avec beaucoup de place. Heureusement, nous ne sommes pas dans cette situation parce qu'on est un peu atypique grâce à notre situation géographique et à notre environnement. Mais il n'empêche que ce comportement-là ne rassure absolument pas le gestionnaire d'hôtel. Et en plus, s'il se lance à du yield négatif, sa rentabilité, de toute façon, est absolument dramatique. Excusez-moi, je voulais revenir sur un point, sur les bases de données dont on parlait. Les informations sur les clients sont clés. C'est pour ça que Booking, quand vous avez une réservation Booking, vous n'avez pas les coordonnées de votre client. Vous avez qu'une adresse mail Booking. Il est extrêmement important, quand votre client arrive, naturellement, d'actualiser toutes les bases de données et toutes les connexions, en particulier son email, et si possible son portable, pour pouvoir ensuite régulièrement le mettre à jour sur les événements que vous organisez dans votre hôtel, éventuellement sur de nouveaux services que vous avez, un changement de carte au restaurant ou autre, qui vous permet de créer ce lien. Donc la base de données client est un élément clé, mais comme dans toute entreprise, c'est un élément clé de l'action marketing et commerciale, et il faut absolument s'astreindre à la mettre à jour et régulièrement informer son client. Et c'est ce lien qui fait que même s'il ne revient que tous les 6 mois ou tous les ans, on maintient actif dans sa mémoire le souvenir du séjour. Et donc, s'il est amené à revenir sur Toulouse, il viendra chez vous plutôt qu'ailleurs, parce qu'il a gardé ce bon souvenir et que vous avez réactivé sa mémoire. C'est comme l'amitié, ça se réactive régulièrement. Et c'est vrai que sur les 18 derniers mois, il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas revus, mais de temps en temps, on les a appelés au téléphone pour raviver la mémoire de l'amitié. Et peut-être pour apporter une réflexion complémentaire, on parlait donc de bases de données, on parlait aussi du marché, donc on en revient aux utilisateurs. D'un point de vue consommateur, il y a une prise de conscience aussi qui est en train d'être faite et qui se développe de plus en plus, qui est le fait que quand vous allez consulter un site à telle heure du jour ou de la nuit, où vous y êtes allé tant de fois, justement, il y a aussi une incidence sur le prix. Et donc, c'est pour en revenir sur l'aspect du fait que les utilisateurs prennent de plus en plus conscience de l'importance de leurs données, de comment elles sont exploitées, entre guillemets, contre eux. C'est-à-dire qu'ils donnent leur consentement, ils donnent le bâton pour se faire battre, un peu, au final. Donc, dans cet intérêt-là, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ce qu'on appelle par exemple des VPN, sans rentrer dans des termes très techniques, mais pour changer leur adresse IP, pour avoir une nouvelle identité entre guillemets sur Internet,
et pour avoir le prix qui était le prix proposé de base sans majoration parce qu'on est allé 15 fois sur le site, parce qu'on utilise un MacBook et que un ordinateur Apple plutôt qu'un autre et que on est considéré comme ayant plus de moyens. Il y a un certain nombre de choses qui ont une incidence sur les prix derrière. Et donc c'est là-dessus aussi où je pense qu'il y a un travail au-delà des professionnels du secteur, des autres à faire un peu de l'évangélisation et de la sensibilisation sur ces risques-là et sur l'intérêt, par exemple, des solutions telles que les VPN ou telles que ce que l'on fait chez Alternative sur la sécurisation de sa balade sur Internet, en fait, qui, au-delà de nous prémunir de toute la partie risque, cybersécurité, etc., qui n'est pas le sujet, de l'exploitation en fait, intensive de nos données. Et donc, je pense que la finalité, c'est vraiment qu'on soit dans cette démarche de reprise du contrôle à la fois de nos données personnelles, de la façon dont elles sont utilisées, et puis la reprise du contrôle sur les plateformes en fait qui exploitent tout ça. Alors ça peut paraître utopique de se dire que demain une plateforme fera face à Booking ou autre. D'un autre côté, et il faut bien avoir conscience que ce sont les personnes qui génèrent le marché, ce ne sont pas les plateformes. C'est des personnes qui ont envie de venir en France parce qu'il y a la Tour Eiffel, parce qu'il y a machin. Ce ne sont pas les plateformes qui créent des voyageurs entre guillemets. Donc l'essentiel, c'est de savoir driver la demande. Et j'en reviens à mon point de tout à l'heure, s'il y avait des interfaces plus simples d'utilisation, s'il y avait des sites multilingues qui soient accessibles à tout le monde, etc., je pense qu'il y a un pivot qui peut, en tout cas un levier qui peut être actionné pour inverser, déjà commencer à inverser cette tendance-là. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux bien juste rajouter un commentaire sur l'UX. Tu parlais de mobilité, etc. Dès qu'on a travaillé suffisamment sur un site internet, on commence à regarder son taux de transformation. Et alors, je vais peut-être... je suppose ce que je vais dire, je ne vais pas apprendre grand-chose à beaucoup de gens, mais s'il y en a qui ne le savent pas, c'est vraiment important de le répéter. Si vous mettez 100 € sur Google avec un taux de transformation à 1% et que vous avez un panier moyen à 500 €, ça veut dire que vous mettez 100 €, 100 €, 1%, ça veut dire vous l'achetez, alors je vais faire une règle de 3 toute pourrie, mais ça veut dire que vous avez un coût d'acquisition qui va vous coûter 20, 30 € de mémoire, ça doit être ça. Panier moyen 500 €, donc vous avez un coût d'acquisition qui vous revient à 6-7% du chiffre d'affaires. Voilà. Si vous avez un taux d'acquisition, un taux de concrétisation parce que vous n'avez pas les bons moyens de paiement, vous avez les conditions générales de vente qui sont mal traduites, vous avez des photos vraiment toutes pourries et qui ne donnent pas envie, tout le b.a.-ba vous avez une navigation où il y a 19 pages pour arriver à un premier prix, ou alors des allers-retours, j'arrête, vous avez compris l'idée. Vous avez un taux de concrétisation qui va baisser de 1, puis à 0,6, à 0,5, et puis il y en a, et ça se trouve, qui ont des taux de concrétisation qui sont de l'ordre de 0,1%. Et du coup, quand on passe de 1 à 0,1%, ça veut dire que sa réservation vient de passer de 30 à 300 €. Le panier moyen n'a pas bougé. Voilà. Donc, dans ce que tu disais, certes, c'est un b.a.-ba, mais si on veut être indépendant des plateformes, il faut se donner les moyens d'être indépendant tout court. Et être indépendant tout court, c'est avoir des outils performants. Et des outils performants, ça veut dire qu'à budget marketing égal, on a un chiffre d'affaires supérieur et on gagne en indépendance et en capacité de réinvestissement. Voilà, je pense que c'était déjà clair pour beaucoup, mais c'est bien des fois de le répéter. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut être bon en maths aussi. Ouais, mais le ratio, je le connais par cœur, donc je m'en sors à peu près, quoi. Je ne l'ai pas calculé en direct. Bon, merci en tout cas, messieurs. On arrive au bout de notre heure. Si parmi vous, il y a des questions, c'est le moment. Vous avez les professionnels à votre écoute. Non, tout a été clair. Ah, si, une question. Oui, bon.
Allô? Oui, voilà, ça marche. Jean-François, je fais de la location courte durée dans les Pyrénées. Je voulais savoir, vous, quels sont sur vos sites la façon dont vous mesurez la fréquentation des pages, etc. Est-ce que vous utilisez le fameux Google Analytics ou pas? Ou vous avez d'autres, je suppose que vous avez d'autres outils? Il y a d'autres outils, mais Google Analytics fait le job, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et quid des données de Google Analytics? Elles vous appartiennent? Elles ne vous appartiennent pas, en fait, ou... Les données que vous avez, elles vous appartiennent puisque vous pouvez les voir. Donc vous y avez accès. Après, ce qu'en fait Google, moi, je ne sais pas si quelqu'un le sait dans la salle, mais moi, j'en sais rien, quoi. C'est là où j'allais venir. Les données aujourd'hui sont vendues sur ce qu'on appelle le RTB, c'est le Real Time Bidding, c'est le marché en fait de la donnée publicitaire. Donc je peux, admettons que je veuille des leads, enfin des prospects sur des femmes de 40 ans qui ont voyagé 3 fois à Toulouse l'année dernière. Je peux acheter ces données-là parce que les données sont censées être anonymisées. En réalité, elles sont plutôt pseudonymisées dans le sens où il n'y a pas votre nom, prénom qui est associé à une donnée publicitaire, mais il y a tellement d'informations sur vous qu'on pourrait quand même vous distinguer de pas mal de monde. Donc sur ces données-là, on peut avoir accès à ne serait-ce que toutes les applications que vous avez qui sont installées sur votre téléphone, etc. À partir de là, donc dresser des profils psychologiques, des profils d'utilisation par rapport à ce que vous avez visité, parce qu'en fait, tout est rassemblé. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir votre historique de navigation, donc quelles sont les pages que vous avez cherchées. C'est comme ça que si, je ne sais pas, vous cherchez des locations sur Toulouse pendant 2, 3, 4 fois, malgré le fait que vous allez faire d'autres recherches après, quand vous allez arriver sur Facebook, sur Instagram, sur des dizaines de sites, vous allez avoir des publicités qui sont ciblées là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vos données qui sont utilisées pour faire du retargeting, donc qui vont être pour vous rappeler, justement tout à l'heure on parlait de rappel, pour vous rappeler, regarde, t'as cherché ça, est-ce que ça t'intéresse toujours et est-ce que, du coup, pousser à la consommation. Donc en fait, ces données-là, le risque de les donner, alors aujourd'hui, il est vrai que Google Analytics fonctionne très bien, mais je pense que je vais faire un parallèle, c'est que c'est un peu comme l'histoire de Booking et de tout ça que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Google Analytics, c'est gratuit, c'est simple d'utilisation. Il y a des centaines de milliers de tutos sur Internet pour l'installer. Et je veux dire, il n'y a pas besoin d'être technicien pour le faire. Donc on en revient toujours à cette facilité d'utilisation qui fait que la grande masse l'utilise. Tout le monde a un compte Gmail aujourd'hui, donc vous avez accès à tous les services Google et tout ce qui s'ensuit. Mais il est vrai que dans l'idéal, déjà d'avoir une solution d'analyse, c'est mieux d'avoir Google Analytics que rien. Mais vous avez plein d'autres solutions qui vous permettent d'avoir une connaissance fine de vos visiteurs, de collecter seulement les données qui vous sont utiles et collecter tout, ça ne sert à rien parce qu'au final, il y a plein de données dont vous n'allez jamais vous servir. Donc de collecter ce qui est important pour vous et puis de les utiliser pour personnaliser l'expérience. C'est surtout ça qui est intéressant là-dedans. Personnaliser l'expérience et et convertir le maximum de vos visiteurs en consommateurs. Ça répond à votre question? Oui. Merci. Moi, tout à l'heure, il y avait une réflexion par rapport au comportement d'achat de dernière minute. Alors, je travaille plutôt pour des clients qui font de la location saisonnière avec un agenda d'achat qui est bien plus ouvert que ça. Nous, on prévoit une phase sur la saison 2022, une phase d'early booking des clientèles nord-européennes qui va démarrer mi-novembre pour juillet 2022. Mais ça veut dire qu'il faut aller voir les assureurs, ceux qui font de l'assurance annulation, de repenser un produit pour apporter une flexibilité pour le consommateur et limiter le risque financier pour les hébergeurs. Donc on est toujours dans une problématique de réassurance avec un autre outil qui est celui de l'assurance annulation. Il faut quand même repenser ces choses-là, c'est-à-dire que l'impact, la tempête est passée, mais le paysage a un peu changé. Les attentes en matière d'assurance, de capacité d'annuler, se sont probablement un peu tendues de la part des consommateurs. Probablement qu'on ne reviendra pas à la situation d'avant, mais pour les hébergeurs, c'est insupportable que de promettre une assurance annulation sans condition, avec un remboursement total jusqu'à J-2, parce que ça veut dire que son chiffre d'affaires peut voler en éclats jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire qu'aussi ça engendre
des comportements pervers de la part des consommateurs qui peuvent faire plusieurs réservations en attendant de choisir l'endroit où il fait beau. Donc voilà, mais ça existe, hein, ça, c'est pas un hasard si je vous en parle, hein, je pense que plein de gens l'ont expérimenté, mais c'est aussi le rôle de vos compagnies d'assurance, en tout cas ceux qui vous accompagnent sur l'assurance annulation, de repenser un produit qui va avoir la double capacité de continuer de réassurer les consommateurs avec un coût, une sorte de franchise pour éviter justement les effets pervers, et une protection de vos ressources pour éviter d'être vide à G-2, quoi. Et donc c'est un autre des éléments clés qu'il faut aussi réfléchir. Alors là, c'est pas techno, hein, mais en tout cas, l'assurance, c'est une technologie, hein, aussi.